Então, muito boa tarde a todos, bonsoir à tous, bienvenue à la première session de cette deuxième édition du webinaire international sur le manuscrit, sur l'héraldique dans les manuscrits juridiques circulant dans l'Europe. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et le webinaire, cet événement est organisé par l'Institut d'études médiévales de l'Universidade Nova de Lisbonne, en collaboration avec l'Institut portugais d'héraldique et avec l'équipe de recherche Ius Illuminatum, qui est une équipe de recherche qui travaille sur les manuscrits juridiques enluminés, est une équipe internationale et interdisciplinaire qui a son siège institutionnel dans l'Institut d'études médiévales de l'Universidade Nova de Lisbonne et qui réunit chercheurs de différents pays de l'Europe et soit historiens de l'art, soit représentants d'autres disciplines. Nous travaillons tous ensemble pour tenter de réunir l'ensemble de manuscrits juridiques produits dans l'Europe au Moyen Âge et travailler aussi sur la circulation et les modalités de la circulation de ces manuscrits et des modèles dans l'Europe et dans les territoires européens au Moyen Âge. Miguel Sestes, qui organise avec moi cet événement, est partie aussi du projet. Il est membre du comité scientifique de l'équipe et pourtant nous avons commencé cette aventure de séminaire et de webinaire, du cycle de séminaire d'une forme, disons, inattendue à cause de la crise du Covid. Parce que cela nous a obligés à modifier la manière d'organiser les événements scientifiques. Le webinaire, il a eu un bon succès de public et pourtant, cette année, nous avons décidé de répéter cette expérimentation. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Pedro Sameiro. Et je laisse la parole maintenant à Miguel Sestes parce qu'il puisse le présenter avant de la conférence. Merci Alessandra. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour être présent ici pour cette deuxième volet de notre webinaire sur l'héraldique dans les manuscrits juridiques. C'est avec un très grand plaisir que l'Institut portugais d'héraldique se joint à l'Université Nova de Lisbonne dans cette initiative au sein de l'atelier Ius Illuminatum qui est coordonné par le professeur Maria Alessandra Vilota. Et pour commencer cette deuxième volet de notre webinaire, nous comptons aujourd'hui avec Maître Pedro Sameiro, qui est avocat, président honoraire de l'Institut portugais d'héraldique, président du comité d'héraldique de l'Association des archéologues portugais, membre effectif de l'Académie internationale d'héraldique, de l'Académie de marine de Portugal, membre correspondant de l'Academia Matritense de Heráldica y Genealogia et des sociétés héraldiques de Suisse et d'Italie. Il est auteur d'une vaste production d'articles et de chapitres sur des sujets héraldiques et c'est précisément sur un sujet héraldique inédit et très intéressant qu'il nous va parler aujourd'hui, sur cette carte de nomination d'un juge pour les exécutions de la Sainte Église patriarcale de Lisbonne et sa forme d'authentication, ce qui nous permettra d'établir, comme nous l'avons fait déjà lors de la première volée de ce webinaire l'année dernière, ce qui nous permettra d'établir un pont entre les usages héraldiques du Moyen Âge et ceux de l'âge moderne. Je laisse donc la parole à M. Pedro Sameiro. Bienvenue et vous avez la parole. Merci.
Merci pour vos paroles, monsieur le professeur. Merci aussi pour la présentation de la professeure Billotta. Mesdames, Messieurs, je commence pour faire une petite présentation du thème. À l'été de 1806, le docteur, traitement généreusement donné par les usages portugais à tous les licenciés en droit, José Ricardo Godinho Valdez, juge par nomination royale de la ville de Leiria, reçut une carte qui le désignait juge des exécutions de la Sainte Église patriarcale de Lisbonne à l'évêché de Leiria. C'était un document de 6 pages, écrit sous la supervision de Monseigneur Francisco da Cunha Torel, descendant d'une famille d'origine française de Rouen, les Torel, qui se sont établis au Portugal, qui était le secrétaire du chapitre, qui a enregistré le document à la feuille 86, verso du livre de Provisões e Alvarás. Le document était signé par Dom António Xavier de Miranda Henriques, le doyen de l'Église patriarcale avec le titre de Principalis Decanos, Dom Frei António José de Castro, Principalis Castro, Dom Gomes Freire de Andrade, Principalis Freire, et plus authentifié selon l'usage canonique par les sceaux avec les armoiries de ses souscripteurs. C'était évidemment un document juridique dont la validité reposait sur la forme d'authentification. Mais regardons un peu le document et après sa forme d'authentification. Pour mieux situer le document dans un cadre historique, il faut faire une brève allusion à la Sainte Église patriarcale de Lisbonne. Le roi Jean V, le magnanime, a voulu exaucer à l'importance et l'apparat de la chapelle royale. Avec une persistance notable, il a obtenu successivement la constitution en paroisse de la chapelle royale, dont le grand aumônier, étant évêque, avait juridiction ordinaire sur la famille royale et les membres de la cour, en 1709, l'élévation à un signe collégial de cette même chapelle, avec 6 dignités, 18 chanoines et 12 bénéficiaires l'année suivante. Plus tard, les efforts diplomatiques du marquis de Fontes, la somptueuse ambassade au pape et l'envoi d'une escadre en secours de Corfou menacé par les Turcs ont obtenu l'élévation de la collégiale à la dignité d'église métropolitaine et patriarcale en 1706. Et l'investiture de l'évêque de Porto, Dom Tomás d'Almeida, dans le charge de patriarche en 1716, même année. Aux patriarches ont été reconnus les droits de précédence sur tous les prélats du royaume, 1718, de donner des degrés académiques de bachelier et docteur en théologie et droit canonique aux dignités et chanoines de l'Église patriarcale, de sacrer les rois, 1720, et d'être élu cardinal au premier consistoire après son élection, 1737. En 1740, les dignités du chapitre de la patriarcale ont obtenu le titre de principais, extensible à ses successeurs. Successeurs en charge, évidemment. Déjà, en 1716, les dignités chanoines de l'Église patriarcale avaient été autorisées à user de l'habit de prélat violet et dans certaines cérémonies de la capa magna, rouge et en occasion solennelle de la mitre comme les habits mitrés. Mais rapidement, l'habit violet a été remplacé par un autre rouge
ce qui, avec une certaine résistance, le Saint-Siège a autorisé en 1717. En 1739, le patriarche Don Thomas établit la structure de la patriarcale, créant 72 chanoines d'habits de prélat, 20 chanoines, 32 bénéficiaires et 32 clercs avec bénéfice. L'année suivante, le pape permit les 6 dignités et 18 chanoines primitifs portassent le titre de principaux. Et on disait que le titre de principal était équivalent à celui de cardinal. Finalement, on a décidé que les principaux, divisés en primaire, presbytère et diaconie, puissent porter l'habit des cardinaux. On n'a pas fini ici. Le patriarche a obtenu le droit de se faire accompagner par des flabelles. Illustration numéro 1. Sandra, estás a pôr o PowerPoint? Desculpa, não havia. Vou pôr o PowerPoint. Sim. Sim. Então, vamos. Onde é que está? Perfeito. Toda a gente deveria ver agora o PowerPoint. Aí. Sim. Ça, c'est l'introduction. Mais Agora? Oui, c'est bien. Parfait. La deuxième photo. Ah, si. C'est le flabella, un flabellum, avec les armoiries du patriarche Mendoza, qu'on voit sur la droite, avec les armoiries de Mendoza timbrées d'une tiare. Le flabelle, ce n'était pas un objet pour faire la circulation de l'air, c'était une insigne de dignité. Ils se plaçaient d'un côté et de l'autre du trône du patriarche, soutenus par des dignitaires de l'Église patriarcale, et accompagnaient le patriarche dans les processions dans l'Église patriarcale. Au dehors des flabelles, on a octroyé le droit d'utiliser la sedia gestatoria. C'est la deuxième photo. On voit là la sedia gestatoria avec les armoiries du patriarche Saldanha, Dom Francisco de Saldanha, ici, avec en dessus la mitre patriarcale, armoiries qui sont représentées sur les côtés, soutenus par des angelots. En bas des armoiries, on voit le signe de l'église patriarcale. C'est une basilique avec les 2 branches croisées en sautoir, une de palme, l'autre d'olivier. La basilique avait aussi une existence réelle. C'était une sorte de gros parasol qui était utilisé dans les processions en dehors de l'église. Tout ça a eu des conséquences héraldiques, car on avait besoin de créer des insignes distinctives, des charges pour le patriarche, les principaux, les messeigneurs et pour la basilique patriarcale elle-même. D'ailleurs, la symbologie des charges était une passion de l'héraldique baroque. Souvenons-nous du père Ménestrier, de Pierre Palliot et de Garma et Doramo. Frei Manuel de Santo-Antônio Silva, réformateur du service de la noblesse, dans son traité Art do Brasão, je vous prie de passer la... Voilà.
nous dit que l'éminentissime cardinal patriarche de la Sainte Église de Lisbonne met sur l'écu et en dessus du même chapeau de cardinal, c'est la troisième représentation de la première. Voilà, c'est là. Nous dit que l'éminentissime cardinal de Sainte Église patriarcale de Lisbonne met sur l'écu et en dessous du même chapeau de cardinal une mitre en or naissant d'une couronne ducale qui encercle elle-même la mitre et surmontée d'un globe avec une croix de deux traverses, tous du même métal. Le chapeau rouge des cardinaux n'était usé que très rarement, et par le contraire, la mitre patriarcale a significativement changé dans le sens d'une approximation mimétique à la tiare papale. Au plafond du palais de Mitra, c'est l'image suivante, je vous en prie. Voilà, le palais de Mitra, c'était la résidence d'été des patriarches, et ce sont les armoiries du patriarche, non, pas encore, du patriarche Dom Tomás Almeida, et on voit bien la mitre avec la couronne ducale, mais avec deux rangées de pierres précieuses, tous dans le chemin d'approximation à la mitre papale, à la tiare papale, je vous en prie. Don José, le patriarche suivant, a hésité entre un semis de pierres précieuses, armoirie représentée sur le trône patriarcal, c'est maintenant la prochaine, voilà. C'est la mitre avec un semis de pierres précieuses et la couronne ducale en bas. On voit les armoiries de Manuel. Et les trois couronnes brodées de la chasuble. La chasuble, c'est la deuxième partie, la prochaine photo, si vous en prie. Voilà. On voit ici, ce n'est pas un semis, les pierres précieuses sont rangées sur des arcs, formant une couronne. C'est curieux parce que on remarque que les pièces qui sont venues d'étrangers, surtout des brodés qui sont venus d'Italie, et les pièces qui sont sculptées en Italie, elles représentaient toujours la couronne patriarcale comme une tiare papale. Les pièces qui étaient produites au Portugal, elles étaient plus sobres et plus proches du modèle de la tiare, de la mitre patriarcale initiale. Et ça, c'est déjà une vraie tiare. Au commencement du 19e siècle, le patriarche Dom Carlos da Cunha utilise dans son sceau, c'est la prochaine photo, voilà, la couronne avec les deux rangées de pierres. Et ici, on voit bien à droite, sur un imprimé du patriarcat, la couronne et deux rangées de pierres précieuses ce n'est pas vraiment une tiare papale. Une pratique qui a été suivie par Dom Patrício da Silva dans son sceau, c'est la prochaine, si je vous en prie, Dom Frei Patrício da Silva, on voit que c'est le même modèle, la couronne ducale avec les deux rangées de pierres précieuses. Et Dom Frei Francisco, 1840-1845, le patriarche Dom Francisco Saldanha usait dans les documents officiels la mitre avec une seule couronne et dans les manifestations d'art, des deux objets d'art, une vraie tiare, ce qui est arrivé aussi avec le patriarche Don José II. Au commencement, pardon, je me suis perdu. Pratique a été suivie par Dom Frei Patrício, Dom Frei Francisco, Dom Guilherme I
Dom Manuel I jusqu'à 1859 et abandonné par le patriarche Don José en 1883 et finalement jusqu'à Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, le dernier patriarche qui a utilisé une vraie tiare. Je vous en prie de faire passer la... Voilà, ça c'est vraiment une vraie tiare. N'a aucune chose à voir avec la représentation de la mitre patriarcale. Mais ça c'est le dernier qui a utilisé ça. La tiare n'a jamais existé en tant qu'objet, mais la mitre précieuse des patriarches, ici, je vous montrerai après la mitre précieuse, était ornée de 3 couronnes. L'écu était généralement posé sur 2 branches passées en sautoir, une de palme à droite et l'autre de chêne ou d'olivier à gauche, ce qui était l'emblème de l'Église patriarcale. Mais le patriarche Don Fernando, je vous en prie, voilà, a même osé une seule fois de remplacer les 2 branches par une clé d'argent en barre sur la mitre patriarcale. Ça, c'est une approximation vraiment abusive de l'héraldique papale. Ça, c'est le panneau d'azulejos qui était représenté qui était sur une fontaine dans le palais de Mitre, qui est la résidence d'été des patriarches. Suivant la leçon de Frère Manuel de Sant'Antonio, nous apprenons que les principaux de l'Église patriarcale devaient porter sur leurs armoiries un chapeau rosette, tonalité non précise de rose, garni de longs cordons de soie entrelacés avec 6 houppes de chaque côté en 3 rangs, 1, 2, 3, tout de la même couleur. Notons que la pudeur de Frère Manuel, qui n'ose pas dire gueule ou rouge, se limite à dire rosette, une pudeur qui n'a pas été observée dans son armorial Trésor de Noblesse, aujourd'hui à l'Archive nationale de la Tour de Tombe, où il a utilisé le rouge non seulement sur la doublure des cordons et les houppes, mais surtout le chapeau, pas conservant le numéro d'houppe. Voilà, je vous en prie. Voilà, les armoiries, le deuxième ou un eau, ça c'est ce sont les armoiries du patriarche avec la mitre patriarcale et le cardinal en bas, l'archevêque. Passons à l'autre image. Et si ça, ce sont les principaux en bas, en gauche en bas, à l'extrême gauche en bas, c'est en rouge, qui se distingue à peine du rouge des armoiries du roi, qu'on voit sur l'autre page, et en haut, sur les armoiries du roi, les armoiries d'un Monseigneur. Avec en vert foncé, mais c'est en vert, et la doublure du chapeau, c'est aussi vert. Mais pour les principaux, le chapeau était tout de gueule. Et qu'est-ce que nous voyons sur le document en Aladis? Le document est composé de 4 parts. Mais pour les messeigneurs de l'Église patriarcale, détermine le même usage sur l'écu d'un chapeau noir doublé de sinople garni de longs cordons de soie entrelacés avec 3 houppes de chaque côté en 2 rangs. Et de cette façon, il a enregistré dans son armorial le modèle des armes des messeigneurs. Et qu'est-ce que nous voyons
sur le document. Le document est composé de 4 parts, d'une formule introductoire qui commence par Nos primari presbiteri et diaconi sacre lisbonensis ecclesia principales et déclare ensuite la finalité du document, à laquelle se suit la transcription, condition essentielle à la validité de l'acte, de l'ordonnance royale qui permettait la désignation des juges privatifs de l'Église patriarcale. La troisième part contient la nomination en soi-même et finalement la formule d'authentification. Cette formule contient la phrase Datum Lisbonne, sub signis et sigillis trium nostrum, in ordine priorum, die 20 mai anni 1806, avec les signatures G. Principalis Freire, A. Principalis Decanos, L. Principalis Castros. Et sous chacune d'elles, le sceau correspondant. On lit ensuite les formalités de registre. Les sceaux sont gravés sur un papier bleu clair avec des découpures décoratives et collés au document par une cire colorée de rouge. La forme des sceaux est elliptique, limitée par un frise et leur dimension uniforme, avec 42 mm sur l'axe majeur et 38 mm sur le mineur. Leur contenu héraldique est le suivant, faisant d'abord une lecture factuelle, considérant l'existence ou absence d'hachures, et après l'identification héraldique. Je vous en prie, là. Bon, nous avons ici sauté une représentation. Et revenant un peu en arrière, ce sont des armoiries brodées des principaux leurs vêtements liturgiques. On voit au centre les armoiries du principal Kemmer, à droite les armoiries du principal Mendoza, à gauche on voit les armoiries de Almeida, peut-être Lancastre en bas. Au premier quartier, je n'arrive pas à lire. Et le deuxième est un peu abîmé par l'usage. Le troisième. Bon, on voit clairement que ce sont des chapeaux de cardinaux pour les couleurs et le nombre des oupes. Donc, dans la pratique habituelle, les principaux de l'Église patriarcale utilisaient des chapeaux de cardinaux. On passe ensuite au document. Voilà le document avec la formule d'authentification et avec les 3 sceaux qu'on va voir plus en détail. Dans la photo suivante. Ça c'est le sceau étant à gauche, il appartenant au principal Gomes Freire d'Andrade. Il a un écu elliptique de pourpre, hachure en barre, à la bande 2, engoulée de 2 têtes de serpent 2, bordure 2, chargée de la légende en lettres majuscules Ave Maria, Gratia Plena. L'écu sur un cartouche baroque et tout sous un chapeau ecclésiastique de doublé de gueule avec des cordons. Doublé de gueule parce qu'on voit précisément dans la doublure en bas du chapeau les hachures de gueule. Ici, elles ne sont pas bien visibles sur cette photo, mais elles existent. Avec des cordons et 15 oupes de chaque côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'agit des armes des frères d'Andrade des comtes de Bobadilla. De Sinople, les hachures en barre étant en erreur de graveur, à la bande de gueule, bordée d'or, et engoulée de 2 têtes de serpent, du même bordure d'argent,
avec la légende en lettres majuscules Ave Maria, Gracia plena. Le principal frère a été un personnage important dans l'histoire politique portugaise au commencement du XIXe siècle. Au centre, c'est la photo suivante. C'est là. C'est le sceau appartenant au principal Dom António Xavier de Miranda Henriques, écu ellipsoïde, le premier du parti coupé, dont le premier deux au sautoir 2, cantonné de 4 fleurs de lis 2. Le deuxième du coupé 2 au château donjonné de 3 pièces 2, le champ chapé ployé à 2 lions affrontés. Le deuxième du parti de gueule à 3 faces d'or, l'écu posé sur un cartouche baroque et tout sous un chapeau ecclésiastique doublé de gueule avec des cordons et canzoupes de chaque côté disposés 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui correspond respectivement aux armes des Miranda, d'or, au sautoir de sinople cantonné de 4 fleurs de lys d'azur, Henriques, de gueule au château donjonné de 3 pièces d'or à jouer, ouvert et maçonné d'azur, le champ chapé ployé d'argent à 2 lions affrontés de pourpre, armés et lampassés d'azur, et Mascarenhas, de gueule à 3 faces d'or. Le António Xavier de Miranda Henriques était le fils du comte de Saint-Domil. Et finalement, le troisième sceau, sur la droite, le sceau du principal Dom Frei António de São José de Castro, moine chartreux, écu en targe, d'or à 13 baisans, torteaux, 2, sur la partie supérieure de l'écu en mémoire de son ordre. On voit qui est emboîté dans une sorte de coquille sur l'écu. La mémoire de son ordre en champ 2, 7 étoiles 2. L'écu posé sur une cartouche baroque et tout sous un chapeau ecclésiastique 2, doublé de gueule avec des cordons et 15 oups de chaque côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui correspond aux armes des Castro, dit de 13 tourteaux d'or à 13 tourteaux d'azur. Les armes des Chartreux sont d'azur aux étoiles d'or. Dom Frei António de Castro était fils naturel du Dom António de Castro, comte de Rezende et 18e amiral des galions de bord de la mer Océan. A été sacré plus tard d'évêque de Porto et dans cette qualité, il a commandé un service en porcelaine de Chine avec ses armoiries dont les pièces sont fréquemment représentes sur les ventes aux enchères. Je vous en prie. On voit bien sur la terrine et sur le plat la mémoire des armes des Chartreux d'azur aux 7 étoiles d'or. Et aussi, on voit la même chose sur un sceau qu'il a utilisé en tant qu'évêque de Elvas, de Porto, pardon. De Porto. Mais la confusion, c'est que ce sceau existe à l'archive municipale de Elvas. Considérant exclusivement les éléments extérieurs des armoiries, nous vérifions l'usage constant d'un chapeau ecclésiastique doublé de gueule avec des cordons et des ouples au numéro 15 par côté. Les cordons et les ouples seraient naturellement de gueule. L'extérieur du chapeau faisant foi à la prescription de Frei Manuel de Saint-Antonio que la prescription de Frei Manuel de Saint-Antonio aurait été accueillie en matière de couleur serait sable. Mais avec cette légère différence, on voit que les principaux utilisaient l'insigne héraldique des cardinaux auquel ils tenaient au moins honorifiquement, ils se tenaient au moins honorifiquement par égaux. On l'a vu sur les armoiries bordées dans les capes et les chasubles. Si on passe aux représentations en couleur des armoiries, on les trouve abondamment
dans les vêtements liturgiques. Et comme je vous disais, l'usage était constante des chapeaux, des houppes et des cordons de rouge. Tous ces vêtements liturgiques sont aujourd'hui au trésor de la cathédrale de Lisbonne. Le régime je dois signaler que la mitre patriarcale n'a jamais existé en tant qu'objet. On ne connaît pas l'existence d'une mitre patriarcale telle qu'il fut représenté sur les gravures, les bordées, etc. Mais la mitre précieuse des cardinaux, des patriarches, je vous en prie, a bien brodé les trois couronnes de la tiara papale. Le régime libéral étant la Sainte Église patriarcale, il n'y a plus de principaux, de messeigneurs, de gardes d'albardiers. La sedia legestatoria, les flabelles, les capes magnes ne sont que des pièces de musée. Mais les métropolites de Lisbonne gardent toujours le titre de patriarche. Merci pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous voulez me poser des questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a entraînés vers des usages héraldiques très spécifiques et voire même inattendus de la part des membres de ce clergé de l'Église patriarcale de Lisbonne. J'ai moi-même quelques questions, mais je voudrais savoir tout d'abord si parmi ceux qui ont suivi la présentation, si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires par rapport à ce qui a été dit. Peut-être pourrais-je commencer moi-même dans ce cas-là. Très bien. Eh bien, j'aimerais parler tout d'abord de cette question de la matérialité des pratiques héraldiques. Donc, nous avons vu, d'une part, la construction d'un système héraldique qui est présent dans l'œuvre du réformateur du greffe de la noblesse, Frei Manuel António Silva. Et je voudrais vous demander à ce sujet, qui est-ce qui aura bien pu créer ce système héraldique? C'est-à-dire, je ne connais aucune disposition émanant du Saint-Siège pour la création de ce système héraldique. Sera-t-il vraiment la production du réformateur du greffe de la noblesse lui-même, qui était en fonction à cette époque-là, ou a-t-il été conçu par un membre du clergé patriarcal de Lisbonne? Est-ce que nous avons des indices, des pistes pour suivre cette création d'un système héraldique propre de la Sainte Église patriarcale de Lisbonne? C'est ma première question. Bon, en tant que je connais, contraire de les freiner. Donc, d'ailleurs, à l'époque, il n'existait pas encore une ordonnance papale du Vatican sur l'héraldique. Ce ne s'est produit qu'au commencement du 19e siècle, pourtant une soixantaine d'années après les armoiries, l'Église patriarcale.
Je pense que toute cette une création de Frei Manuel de Santo António peut être soufflée par Don João V, parce il tenait toujours à la grandeur de l'Église patriarcale. Il a fait tout pour promouvoir la gloire, le luxe, l'apparat de l'Église patriarcale. Il y a des visiteurs qui sont venus à Lisbonne au temps du roi Jean V qui disaient que le faste de l'Église patriarcale, c'était bien plus somptueux que les messes du pape. Donc, je pense que Don João V, je sens a quelque chose à voir avec cette héraldique de l'Église patriarcale. C'est simplement une supposition, mais évidemment, l'auteur matériel a été Frei Manuel de Santo António. Merci. Et revenons un peu sur cette question de la matérialité. Vous nous avez parlé de la présence de cette héraldique sur les sceaux, évidemment, c'est l'objet principal, aussi sur des objets liturgiques, des tissus surtout, et en dehors de l'espace sacré, vous nous avez aussi montré un cas de porcelaine portant les armoiries de ce principal castre. Je voudrais vous demander si... Pardon ? Non, dites. Je voudrais vous demander si vous avez notice d'autres usages héraldiques de ces membres de l'Église patriarcale de Lisbonne, en dehors de ce que vous nous avez montré. Par exemple, sur des palais, des pierres armoriées d'identification de palais, ou sur des voitures, par exemple, ou sur l'argenterie. Est-ce que c'était une pratique régulière de la part de ces prélats de poser leurs armoiries sur disons, un ensemble plus vaste de pièces que celui que nous avons vu aujourd'hui? Oui, mais j'admets oui, mais je ne connais pas les voitures. Nous n'avons de ce temps qu'une voiture du patriarche. Nous n'avons pas d'exemple de voiture des principaux ou des messeigneurs. Sur l'argenterie, c'est peut-être possible, mais je ne connais pas des exemples. Ils ne sont pas conservés ni au musée de São Vicente, ni à l'église cathédrale de Lisbonne. Peut-être il y a des exemplaires dispersés de cet usage héraldique, mais je dois avouer que je ne connais pas. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les pièces de porcelaine que je vous ai montrées, l'évêque de Porto n'utilise pas les insignes de principal, mais les insignes d'évêque, avec un chapeau vert, avec des cordons et des eaupuertes. Merci. Et pour revenir finalement sur ces mêmes armoiries de l'évêque Castro, l'évêque de Porto, j'ai remarqué que sur le sceau qui donc est présent aux archives d'Elvas, c'est bien ça? Oui. Sur ce sceau-là, il y a aussi une couronne de comte Oui. qu'au Portugal, du moins, nous sommes plus habitués à voir ou dans les armoiries des évêques de Coimbra, qui effectivement étaient comtes d'Arcanil depuis Alphonse V. Était cela une pratique courante à l'époque? Les évêques posaient-ils une couronne comtale? Oui, ils voulaient signaler ou de noblesse? Non, je pense qu'ils ne voulaient pas prétendre un titre de comte, mais ils voulaient démontrer qu'ils étaient de la grandesse du royaume, de la grandeur du royaume.
Ils étaient des grands, comme les comtes, les marquis et les ducs. Et donc, nous n'étions pas des comtes d'eux-mêmes. Et sauf le comte, l'évêque de Coimbra, qui était comte d'Arganil, ils utilisaient la couronne comtale pour signaler son appartenance à la grandeur du royaume. Merci. Donc, une espèce d'équivalence de dignité, n'est-ce pas? Oui. Merci. Bon, je ne veux pas être le seul à utiliser la parole pour poser des questions, et donc je demande s'il y a des commentaires ou des questions à poser à notre conférencier d'aujourd'hui. João Portugal. Ah, et il y a aussi, pardon, monsieur. Si vous voulez, évidemment, bonsoir. Oui. Je voudrais savoir si les patriarches italiens, notamment de Venise et de Gênes, qui avaient le droit de se appeler eux-mêmes patriarches, portaient-ils des tiares eux aussi? Parce que j'ai noté que les commandes venues d'Italie étaient plus exagérées, disons, oui, dans la ressemblance à la tiare papale que les commandes des artisans portugais, qui étaient plus modérés, plus c'est à cause de ça, je ne sais pas. Non, monsieur. Les patriarches de Venise n'utilisaient pas la tiare, mais ils utilisaient le chapeau typique des patriarches, qui c'était dans sa forme et dans le numéro de zoup semblable au cardinal, mais vert. Même pour les flabelles, elles n'étaient pas utiles, elles étaient utilisées par le pape et par l'évêque de Naples. Et quand Jean V a découvert que l'évêque de Naples avait droit aux flabelles, a dit « Non, je veux aussi des flabelles pour le patriarche de Lisbonne. » Merci beaucoup. Merci. Il y avait une autre question. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une anecdote, qui a à la fin, le Jean V a demandé le privilège pour le patriarche d'utiliser le solidéo blanc. Et le pape a répondu, et alors qui me restera? Rouge, j'espère. Solidéo rouge, pas blanc, j'espère. Non, maintenant c'est rouge, mais on dit que le Jean V avait même demandé le droit de porter en solidéo blanche. Ah, bon, ça. Merci. Il y a une demande de João Portugal, je crois. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une remarque et une question. La remarque, c'est, si je ne me trompe pas, sur les trois ceux, on voit à la place qui, en général, aux armoiries des évêques, on pourrait voir la croix épiscopale. Je crois qu'aux trois cas, on peut voir une ornementation baroque qui semble occuper la place de la croix. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est une façon élégante de cacher le caractère non épiscopal de ces principaux, donc de cacher cet abaissement hiérarchique du sacrement de l'ordre, en première place. Deuxième place, est-ce que c'est seulement par hasard sur ces trois exemples, ou est-ce que vous connaissez quelques autres exemples d'un autre principal utilisant la croix épiscopale? Merci. Non. Je ne connais pas aucun exemple ni sur les broderies ni sur les sous d'utilisation de la croix prélatis.
parce que la croix prélatis représentait une juridiction que les principaux n'avaient pas. Donc, la croix prélatis d'une traverse pour les évêques, la croix prélatis de deux traverses pour les métropolites ou les archevêques. Donc, c'était un signe de juridiction que les principaux n'avaient pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires à poser? En vous entendant parler, je me suis souvenu de deux exemplaires d'armoiries de principal qu'il y a à Lisbonne, du même principal qui était Dom Lázaro Leitão Aranha, dans son recueil pour les dames pauvres de la noblesse, Recolhimento Dom Lázaro Leitão. Il y a vraiment une pierre armoriée sur la façade principale de cet immeuble et une autre pierre qui est présente au-dessus de son tombeau. Et donc, je me suis souvenu que là, il y a vraiment une utilisation qui devrait être répétée, évidemment, sur la façade du palais principal de Dom Lázaro au Loreto et sur son palais d'été ou de champ, probablement aussi, qui est aujourd'hui le siège de l'université Lusíada. Donc, il y aurait probablement une utilisation publique de ces armoiries en dehors de l'espace sacré. Oui, je connais le palais, je ne me souviens pas des armoiries, mais j'irai les voir. En tout cas, il y a une chose curieuse à vous signaler, c'est que il existe à la Bibliothèque nationale, dans la collection Pombaline, un vaste document rédigé par Lázaro Leitão Aranha, qui a été à Rome pour faire les notations des cérémonies papales. Et ça, c'est comme une notation de théâtre. Il dit, entre monsieur et Fifet, il fait un courbe, il s'agenouille, un autre avec un drapeau, un autre avec c'est une description comme cinématographique d'une cérémonie, mais de plusieurs cérémonies. C'est très curieux ce document. Lázaro Leitão était d'ailleurs le représentant diplomatique de Jean V au Saint-Siège. Oui, il était secrétaire de l'ambassade, ce qui était une charge très, très importante, évidemment. Et votre remarque est d'autant plus importante qu'en fait, Lázaro Leitão a eu aussi un rôle très important dans la constitution de la Sainte Église patriarcale elle-même, et qu'il a ensuite été conduit aussi dans le sens d'une espèce de supervision des ordres militaires, dont les cérémonies étaient évidemment très importantes pour la monarchie portugaise. Et donc, c'est tout un ensemble qui fait sens, n'est-ce pas, qui est cohérent dans ce sens-là. Bon, merci beaucoup. Je voudrais vous demander s'il n'y a pas d'autres questions à poser à M. Samael. Probablement. Il a une question sur le chat. Oui. Je peux la lire. C'est Jean-Paul Gilbert qui nous demande si... alors, nous avons vu beaucoup d'armes elliptiques. La forme des écus a-t-elle été codifiée ou c'est juste une coïncidence? Non, je pense que c'est surtout une mode importée d'Italie au commencement du XVIIe siècle, à la fin du XVIe. L'utilisation de l'écu elliptique était commune en Italie à cette époque et a été copiée spécialement par des ecclésiastiques. Au
si vous voyez pourtant les traités d'héraldique du 18e ou du 17e, la fin du 17e, ils nous disent que les formes de l'écu elliptique étaient propres pour les ecclésiastiques. Mais il n'y a pas une codification, c'est une mode, parce que nous voyons qu'à la même époque où on a utilisé l'écu elliptique, on utilisait l'écu en testa di cavallo ou l'écu normal. Merci beaucoup. Eh bien, Maria-Alessandra, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, nous pourrons peut-être clore la session. Oui. En remerciant très vivement tous les participants et surtout Monsieur Sameiro pour cette passionnante intervention et très intéressante qui montre bien les liens entre, disons, la symbolique papale et la symbolique des évêques qui se reproduit d'une forme similaire dans les siècles. Enfin, donc, ils continuent à utiliser le même symbolique de la papauté médiévale de plus. C'est très intéressant. Et nous pouvons, alors, nous avons quelqu'un qui nous donne, ah oui, voilà, c'est Maria João qui nous remercie. Et alors, je pense qu'on peut fermer la session et qu'on peut donner le rendez-vous à la prochaine, qui sera le 26 de mai, à la même heure, avec la participation de deux autres orateurs qui nous parleront d'autres aspects de l'héraldique dans les manuscrits juridiques et dans les documents juridiques aussi. Pourtant, merci encore à tous. Je ne sais pas si Miguel veut dire quelques mots de salutation finale. Juste pour remercier d'abord à M. Pedro Sameiro de nous avoir fait cette très belle présentation. Ensuite, à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier à la directrice de l'Institut d'études médiévales, Maria João Branco, qui nous a fait compagnie pendant cette séance. Nous vous remercions très vivement à tous et nous vous attendons donc à notre prochain rendez-vous de ce webinaire sur l'héraldique dans les manuscrits juridiques. Merci à tous. Donc, merci encore à tous et au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.